qui sont des co-auteurs avec Christophe Houdin de les historiens de garde avec sous-titres de Laurent Deutsch à Patrick Buisson, la résurgence du roman national. Ce qu'ils épinglent dans leur livre, les historiens de garde, ça a commencé par Laurent Deutsch, qui lui a commis un livre métronome qui est devenu best-seller, 2 millions d'exemplaires vendus, et qui a été adapté à la télévision. Et bon, qui fait un tabac, qui est très histoire popularisée, etc. Mais bon, il ne se jette pas de l'épingler sur déjà les erreurs factuelles. Les erreurs factuelles parce que bon, l'histoire, spectacle, choc et toc, c'est facile. Bon, mais n'empêche que c'est l'audimat qui fait la loi, très apparemment. Et comment arriver? Moi, je trouve que c'est un livre extrêmement courageux, hein, parce qu'il faut le faire. Hein. Aller à contresens des bêtes de la télé et on sait d'avance que c'est une sorte de combat de pot de terre contre le pot de fer. Hein. Qu'est-ce que c'est que la bonne popularisation? Je voudrais savoir ça. Sur une petite chose, vous avez parlé d'erreurs. Oui, c'est vrai, il y a des erreurs chez Laurent Deutsch, mais en fait, plus que les erreurs, ce qui nous a choqués, parce que les erreurs, tout le monde en fait, hein, les historiens en font aussi, mais l'important, c'est de pouvoir ensuite les corriger, reconnaître qu'on s'est trompé. Le problème, c'est que chez Laurent Deutsch, c'était plus de l'erreur, c'était du mensonge. C'est-à-dire qu'il avait sa vision de l'histoire, et à partir de là, quand les événements qu'il voulait évoquer ne collaient pas, il les modifiait pour que ça puisse coller. Parce que l'objectif, c'était de faire une histoire de la France éternelle, voilà, toujours là, toujours écrite, et c'était ça son idée, et donc après, on fait coller les choses dedans. C'est pour ça que peut-être on peut revenir sur le titre aussi, hein, parce que souvent, il y a la confusion qui se fait entre les historiens de garde, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est eux? Donc en fait, c'est eux, on n'est pas les gendarmes de l'histoire, hein, on ne veut pas ce rôle-là, en fait, on pense que tout le monde peut faire de l'histoire. Simplement, l'histoire, il y a une méthode à respecter, et si on respecte cette méthode, eh bien tout le monde peut en faire. Mais l'important c'est ça, et donc les historiens de garde c'était plutôt déjà un lien avec Nizan, avec les chiens de garde de Nizan dans les années 30, et puis plus récemment les nouveaux chiens de garde. Donc voilà, donc on parle des... Excellent film à recommander, où il y a la collision entre la politique et les médias. Moi c'est pas... Ouais, je voudrais aussi être très, très clair... Nous ne sommes pas en train de dire que seuls les historiens ont le droit de faire de l'histoire. Heureusement qu'on ne dit pas ça. C'est exactement l'inverse. Tout le monde peut faire de l'histoire, mais l'histoire, c'est juste une question de méthode. Et on ne dit pas non plus que, parce que Laurent Deutsch est comédien, on ne dit pas qu'il n'a pas le droit de faire de l'histoire. C'est pas ça le problème. On cite en introduction un contre-exemple. Je ne sais pas si vous connaissez tous la série Kaamelott. Moi, je suis l'histoire médiévale, je suis un grand fan. Et c'est pas de l'histoire. Clairement, quand Alexandre Astier, qui écrit cette série, qui réalise cette série, fait cette série, c'est clairement de la fiction. Mais ce qui est intéressant dans la démarche d'Alexandre Astier, c'est que lui, il fait une fiction, et quand dans les DVD qu'il a vendus dans le commerce, après, en bonus, il met des documentaires historiques. C'est-à-dire que quelque part, sa fiction, sa version de la légende arthurienne, ça permet après à un très grand public de s'initier à l'histoire arthurienne. Vous voyez ? Donc là, on est dans une démarche qui est complètement inverse de Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, lui, il part d'une fiction, mais sauf qu'il ne dit pas que c'est une fiction, il dit c'est de l'histoire. Et il invente des choses, comme a dit Aurore, il invente des choses, il dit non, c'est de l'histoire, c'est vrai, c'est vérifié. Sauf qu'en fait, quand on creuse, eh ben non, c'est pas du tout de l'histoire. Alors il va inventer des choses parfois qui sont... Ça a l'air des détails comme ça, mais quand on présente un livre et qu'on dit c'est de l'histoire, d'accord, le contrat tacite qu'il y a avec le lecteur, c'est que les faits vont être vérifiés, d'accord, qui vont être sourcés, qu'il va y avoir des sources à peu près précises. Hein, c'est l'inverse d'un roman. Dans un roman, on sait qu'on est dans une fiction, donc là, il n'y a pas de souci. L'auteur peut inventer ce qu'il veut. Et là, Laurent Deutsch, tu lui dis non, c'est de l'histoire. Il l'a affirmé plusieurs fois. Et puis après, il raconte n'importe quoi. Il va inventer, en effet, par exemple, que Clovis le père de Clovis, a construit le Louvre. Le Louvre a été construit sous le règne de Philippe Auguste, 7 siècles après. D'accord, hein.
Et le but, pourquoi le but, c'est pas gratuit de dire ça. Le but, c'est de dire, regardez les rois de France, d'accord, depuis l'origine, d'accord, depuis Clovis, depuis le père de Clovis, on construit des grands monuments qui sont encore là. Ouais, c'est ça le truc, c'est de donner une espèce de continuité, d'accord, une espèce d'essence factice de la France, hein, qui n'existe pas, concrètement, quand on fait de l'histoire. D'accord, voilà. C'est là-dessus que ce sur quoi je voulais insister. Donc encore une fois, le but, on n'est pas des gendarmes de l'histoire, le but c'est pas de dire attendez, vous n'avez pas votre diplôme de la Sorbonne, c'est pas possible. C'est exactement l'inverse. On est exactement dans une démarche inverse. Qu'est-ce qui nous dérange aussi dans toute cette pseudo-histoire-là, c'est que finalement, l'histoire devient essentiellement un produit marketing. Pour la télévision, c'est assez clair, souvent, il y a quand même, chez les chaînes, un mépris du public, c'est-à-dire, typiquement chez Stéphane Bern, hein, souvent c'est ça, oui, là on n'est pas exact, on leur raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave, ça passe mieux pour l'histoire, de toute façon ils pensent que Louis XIV était marié avec Marie-Antoinette, alors ça ira très bien, l'important c'est qu'on ait de belles images. Donc il y a ça qui nous dérange beaucoup, c'est vraiment le mépris du public, c'est-à-dire que on est là pour encaisser de l'argent, et puis après, du moment que ça leur plaît, on s'en fiche. Et ça se retrouve... le problème qu'on avait avec Laurent Deutsch aussi, c'est que justement la mairie de Paris l'a soutenu beaucoup, parce que Paris est devenu un peu une sorte de produit marketing aussi, hein, c'est ça, on a un maire ancien publicitaire, et du coup, c'est cette vision de Paris-là, c'est un Paris marketing à vendre, et Laurent Deutsch, ça plaît, ça vend bien Paris, alors c'est pas grave, on y va, on le soutient. Vous prenez la couverture de Métronome, donc, qui est juste là-bas, hein. Donc il y a Laurent Deutsch en couverture. C'est-à-dire que Laurent Deutsch, c'est le packaging. Quelque part, c'est lui qui justifie, quelque part, concrètement, si n'importe qui, si vous ou moi avez écrit un livre comme ça, il serait vendu à 2000 exemplaires. C'est mauvais, quoi. D'accord, c'est vraiment mauvais. Mais par contre, là, en l'occurrence, là, c'est parce que c'était un comédien connu, un peu sympa, un peu jeune, c'est tout, avec, voilà, une vécu à la cool et tout, et ben là, c'est passé tout seul, quoi. Et il est passé sur plein de télé et tout. Donc il y a vraiment un effet marketing là-dedans. Il y a un pur effet marketing. Et quand vous regardez, parce qu'on a regardé évidemment la version télévisuelle donc, de Métronome, Laurent Deutsch, le visage de Laurent Deutsch, hein, physiquement, il est présent quasiment toutes les 3-4 minutes, constamment. C'est vraiment le packaging absolu, quoi. Donc on est vraiment dans une espèce, et puis en plus évidemment il y a toute une espèce de storytelling. Alors je ne sais pas si vous connaissez le storytelling, hein, depuis 10 ans ça fait des ravages dans la politique et tout. C'est en gros, on vend même plus une image, on vend même plus un produit, mais on vend une histoire avec le produit. Quand vous regardez Métronome télévisuel et vous regardez après le temps des cathédrales, vous voyez une nette différence. Métronome TV, concrètement, le but, tout comme une émission de Stéphane Bern d'ailleurs, c'est de mettre en avant Stéphane Bern. C'est lui qui fait vendre. Le but de Métronome, on met en avant Laurent Deutsch, c'est lui qui fait vendre. Quand vous regardez le temps des cathédrales de Duby, qui était produit à la fin des années 70, Duby qui était un grand médiéviste, hein, qui à l'époque déjà, je ne sais pas s'il avait été élu à l'Académie à ce moment-là, mais en tout cas c'était quelqu'un de très reconnu. Et bien Duby n'apparaît quasiment jamais à l'écran. Par contre, ce qu'il va mettre en avant, ce sont les documents, c'est les cathédrales, c'est les images de l'époque, enfin c'est les images donc, de textes de l'époque, les vitraux. Et ces choses-là, les documents historiques, il va les expliquer. C'est ce qu'on appelle, nous, en histoire, la source. Et c'est ce qu'il met en avant. Il ne se met pas lui en avant, vous voyez. Il y avait une personne, donc un scientifique, je crois que c'est un physicien qui avait dit la bonne vulgarisation, c'est la vulgarisation qui éclaire sans éblouir. D'accord. Et bien là, Deutsch, on est dans l'éblouissement le plus total. On est dans le flashy, on est dans le bling-bling quelque part. Mais moi, là où j'ai vraiment réagi, c'est quand Laurent Deutsch s'est mis à travailler avec Patrick Buisson. Et là, tous les deux, ils ont fait d'abord un livre sur Céline, qui est devenu ensuite un documentaire. Alors, la question n'est pas là, hein. On peut faire des documentaires, des livres sur Céline, heureusement, hein. C'est un auteur qui est important dans la langue française. Mais alors là, l'objectif chez les deux, c'est pas du tout de parler de l'auteur, on parle de l'homme. Et on essaye de réhabiliter l'homme en occultant les aspects les plus dérangeants, c'est-à-dire que son antisémitisme, on l'évoque une fois, mais alors c'est un petit délire, hein, un matin, comme ça, il a fait bagatelle pour un massacre, et on ne va pas parler de son action pendant la guerre, ni de ses pamphlets antisémites les plus graves, comme les beaux draps, donc voilà. Et à côté de ça, c'était un médecin au grand cœur, qui a soigné même des résistants, et quand il part en Allemagne,
On a l'impression qu'il part en vacances, on ne sait pas trop pourquoi soudainement il va en Allemagne alors qu'il va rejoindre en fait le gouvernement de Vichy. Le but, Max Gallo il le dit clairement, il dit mon but à moi, c'est de ranimer le roman national. Alors qu'est-ce que c'est que le roman national? Vous remarquez, il dit bien, hein, c'est pas de faire de l'histoire, c'est de ranimer le mot roman national. Qu'est-ce que c'est que le roman national? Eh bien, c'est extrêmement simple, il y a une vision, d'accord, de l'histoire qui est une vision héroïque, basée sur les grands hommes, et une vision sur laquelle on insiste sur la continuité de la France. En gros, la France, pour reprendre l'expression de Suzanne Citron, dont vous avez le livre d'ailleurs qui est là-bas, hein, donc, la France est toujours déjà là. Vous allez voir par exemple des auteurs comme Jean-François Kahn, hein, qui a sorti un bouquin qui s'appelle, je ne me rappelle plus, l'invention des Français, je ne sais plus, ouais, qui dit que la France existe depuis le néolithique. Et il donne comme preuve le fait que les gens dans le néolithique étaient enterrés avec des bijoux et qu'en France on aime bien le fashion. C'est texto, hein, je vous jure que c'est vrai. Regardez sur le site, on a mis l'article, on a mis des citations, c'est ça, hein, on est à ce niveau-là de réflexion. Donc voilà, et ça c'est le roman national. Alors parfois c'est plus subtil, c'est plus sérieux, d'accord. Mais concrètement l'idée de base c'est qu'il y a une naissance de la France. Une naissance, Max Gallo il dit il y a une âme de la France. Et Max Gallo il dit concrètement, à force, il dit l'âme de la France, le pays a toujours été là, même avant qu'il y ait des habitants dessus. D'accord. Et il dit en gros, quand les gens arrivaient sur la France, eh bien, à force d'être travaillés par l'âme de la France, ils se transforment en Français. Et c'est pas des conneries, c'est texto, hein. C'est quasiment, je cite, quasiment texto. Donc ça, vous avez un exemple de roman national. Alors, le problème, c'est que ça induit évidemment des réflexions politiques. C'est-à-dire concrètement, la France étant une essence, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques françaises bien précises. Les gens qui ne correspondent pas à ces caractéristiques, évidemment, ne sont pas français. Ou en tout cas, et ça se crie, j'entends Michelet. Oui, ça se crie dans la suite de Michelet, si. Plus ou moins. Le roman national, c'est lui qui est à l'origine. Hein, alors, plus ou moins. Bon. D'accord, en fait, le truc, c'est que Michelet, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Michelet, en fait, la grande différence entre ces gens-là et Michelet, c'est que Michelet, avec toutes les erreurs possibles, alors Michelet, je resitue, c'est un historien du 19e siècle, un historien qui est républicain, d'accord, républicain libéral, et républicain, qui a écrit une grande histoire de France, d'accord, qui est aussi disponible d'ailleurs, j'ai vu en bas d'ailleurs. Michelet, la grande différence, c'est que Michelet se basait sur des sources, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un travail d'archive. Là, avec les historiens de garde, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, il y a un mépris total de l'archive. C'est-à-dire que les gens, au pire, ils vont citer, et ça c'est très clair chez Max Gallo, ils vont citer des phrases comme ça, prises au hasard, totalement sorties de leur contexte. Pourquoi le roman national a été infusé, diffusé au 19e siècle, et notamment à partir de la Troisième République? Le but, concrètement, c'était de faire, de créer un consensus, d'accord, autour d'une histoire républicaine pour évidemment appuyer la République. D'accord. Et puis après, concrètement, pour préparer la revanche de 14, hein, d'accord, pour préparer la revanche sur l'Allemagne. C'est ça le but. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on a un peu dépassé ça. D'accord. Donc il faut maintenant élargir, d'accord, l'histoire. Depuis 30 ans aussi, il y a une révolution dans les sciences humaines historiques qui est importante, c'est l'archéologie. L'archéologie se développe. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Et là, l'archéologie ne s'arrête pas au Moyen-Âge. On peut faire de l'archéologie du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, on fait même de l'archéologie des tranchées. Et ça permet de découvrir, d'accord, des aspects de la vie, d'accord, des aspects des sociétés qui étaient complètement inconnus. Parce que les textes qui sont généralement retenus, d'accord, c'est des textes écrits par des gens d'élite, d'accord, par des lettrés. Là, avec l'archéologie, on découvre quelque part la vie matérielle de gens qui n'ont pas laissé de traces écrites. Vous voyez, donc là, on a une véritable révolution, un véritable élargissement, d'accord, des sciences humaines historiques qu'il faut prendre en compte. Il y a un problème du côté de l'université, on est d'accord. C'est que souvent, l'université est quand même assez refermée sur elle-même. On a des gens qui pensent d'abord à leur carrière plutôt qu'à la popularisation de l'histoire, parce que c'est pas quelque chose qui est valorisé au sein de l'université. Ça, on n'est pas pour ça. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas non plus que, sous prétexte que les universitaires dédaignent un peu la popularisation, on laisse ça à des gens qui vont savoir vous raconter des histoires, mais vont vous les raconter pour vous emmener là où ils veulent, et qu'il y a un arrière-plan derrière, idéologique. Et c'est ça le problème, selon nous. Fleury, vous faites la même émission, que ça soit... Laurent Deutsch, je ne connais pas beaucoup, hein, honnêtement. Je regarde plutôt Stéphane, mais vous faites la même émission en ligne, il n'y aura pas là-dessus. Donc, c'est dommage, c'est triste, mais il faut être réaliste. Si vous voulez faire venir les gens, il faut mettre des gens qui sont
qui sont connus. Ça, c'est le discours de la télé. Genre, oui, il faut mettre des gens connus. Pas forcément. Le problème, c'est que la logique, c'est qu'on a Stéphane Bern, donc c'est bon, le reste, on s'en fiche. L'important, le problème, c'est que ça, c'est faire aussi. Ah si, c'est ce que disent clairement les producteurs de l'émission. Non mais je peux vous assurer, enfin Aurore elle connaît bien le milieu de la télé, moi j'ai connais un tout petit peu, je peux vous assurer que le discours, non mais c'est pas grave, hein, je peux vous assurer que vous perdez rien, mais en l'occurrence le discours c'est ça. Il faut un packaging aujourd'hui, c'est du marketing pur. Que là on n'est plus, et c'est le problème, ça serait TF1 qui ferait ça. Limite ce serait pas problématique. Là c'est France Télévisions, c'est la télévision publique qui est payée avec nos impôts. De toute façon l'histoire est manichéenne. Depuis sa création, je pense que parce que nous-mêmes, on l'est. Ma lecture de l'histoire, elle est extrêmement engagée dans ma propre pensée politique et dans ma propre pensée non religieuse, par exemple, etc. Quand on dit la France est catholique, l'histoire de la France est dans le catholicisme. Mais je pense que on peut difficilement échapper, et je trouve que vous n'échappez pas, vous, dans votre discours que j'entends, et que j'approuve parce qu'il faut être militant ou ne pas être dans l'histoire. Vous avez posé une très bonne question, monsieur, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il faut être militant pour être historien? Moi, personnellement, je ne crois pas. Non, je ne veux pas dire que dans un parti, etc. Je crois en l'objectivité d'une science ou d'une histoire, selon les recherches. Alors moi, je ne parlerai pas d'une histoire manichéenne. Moi, sincèrement, comme dans les périodes que j'étudie, dans ce que j'étudie, souvent, je ne sais pas où est le bien, où est le mal. J'essaye de comprendre ce qui se passe, comment les gens raisonnaient, voilà, c'est ça qui m'occupe d'abord. Et je suis d'autant plus sensible à ça que je travaille sur l'image de Louis XV et Louis XVI, et surtout sur Louis XVI. Et là, c'est vraiment le personnage qui a été ignoré pendant des années, tout simplement parce qu'il était au cœur d'avant tout de débats politiques et pas vraiment historiques. J'ai étudié un peu l'histoire de la naissance de la nation allemande au XIXe, et au moment de la création de la nation allemande, les architectes de ce projet voulaient offrir aux Allemands, à ceux qui allaient devenir les Allemands, une histoire quitte à inventer un peu en s'appuyant en retrouvant l'écriture originelle, en retrouvant les arts originels et rassemblant les grands hommes. C'était un lieu qui rassemblait tous les bustes des grands hommes allemands et ça répondait, il y a eu une adhésion du peuple allemand à ça. Est-ce qu'il n'y a pas de toute façon en France du coup aussi un besoin des gens, pour un besoin d'appartenance, à avoir des grandes figures, des choses, l'essence dont vous parlez, française? Est-ce que ça répond pas à une demande aussi populaire d'avoir des figures comme ça? Alors, il y a des endroits où ça va poser vraiment problème, notamment en Italie et en Espagne, où là, vous avez eu un peu... Oui, il y a des histoires difficiles. Alors, on est passé complètement sur ce qui s'est passé avec le fascisme, et donc aujourd'hui, on essaie de réconcilier tout le monde, et on invente aussi une histoire où tout va bien, quoi. Mais du coup, le fascisme revient également aujourd'hui, donc ça, c'est toujours un peu le problème qu'il peut y avoir. Je pense que l'histoire, donc ça doit refléter donc la réalité des faits, mais est-ce que justement, vu qu'il y a des enjeux politiques aussi, on risque pas, ne serait-ce que par les termes, être subjectif? Est-ce qu'on peut réellement atteindre cette objectivité? L'histoire, d'accord, l'histoire en tout cas scientifique, n'est pas là pour raconter des faits. Ah, d'accord, oui, déjà ça pose un problème. L'histoire, d'accord, elle est là pour analyser des sources. C'est une différence fondamentale. C'est-à-dire que moi, que ce soit Aurore, ou moi, ou Christophe, quand on fait notre thème, d'accord. Moi, je travaille sur des manuscrits médiévaux. Je suis pas en train de vous raconter l'histoire qui est racontée dans le manuscrit, d'accord. Je vais vous en parler, mais je vais d'abord parler du manuscrit. Je vais vous expliquer pourquoi il est fait comme ça, pourquoi les images sont placées comme ça, d'accord. Et pourquoi, d'accord, alors c'est des manuscrits qui sont issus de la bibliothèque princière de Bourgogne, alors c'est pas n'importe qui, d'accord. En quoi étaient les manuscrits utilisés? On part des sources.